Donc Christophe, je te laisse nous rejoindre et t'installer. Je vais te mettre ton PowerPoint. Bon, bonjour à tous. Merci pour l'opportunité donnée de parler de sol. Alors, avec tout ce qu'on a entendu ce matin, je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête de boire et de manger. Donc, je vais peut-être être un peu long, mais c'est pas grave, on mangera pas à midi. et surtout, je vais commencer par vous stresser. Donc ça va affecter votre bien-être, ça jouera peut-être sur votre santé, mais au fur et à mesure de ma présentation, vous verrez que j'espère que je vous stresserai moins, et puis on finira sur sur des notes beaucoup plus optimistes. Alors oui, j'ai intitulé ma présentation « Et s'il n'y avait plus de sol ?» C'est stressant. Je pense que ça vous stresse. Et vous voyez tous ces sols qu'on connaît bien, les sols forestiers, agricoles, périurbains, mais aussi les sols urbains, voire industriels. Donc toute cette couverture pédologique, si elle disparaissait, qu'est-ce qui se passerait? Alors effectivement, on a une perception collective d'autres compartiments de l'écosystème qui est très différente que celle qu'on a des sols, en particulier quand on parle d'air ou d'eau, par exemple. Alors je vais vous faire un petit quiz. Alors, qui a la réponse? 3 minutes, ouais, à peu près en moyenne. Hein, voilà, donc bonne réponse, 3 minutes. Deuxième question, sur un autre compartiment qui est l'eau. Voilà. Alors j'entends 7 jours, 3 jours, en tout cas on est sur quelques jours, ça dépend des gens, ça dépend des situations, mais effectivement en moyenne on est sur cette valeur-là. Et puis je vais être un peu provocateur, et finalement je pense que personne ne s'est posé cette question dans la salle précédemment. Combien de temps pourrait-on vivre sans sol? Enfin, le fait de vivre, c'est aussi un reflet de notre santé et peut-être de notre bien-être. Pas de réponse, ça ne m'étonne pas, puisque je pense qu'on ne se pose jamais la question dans ce sens-là, ce qui peut être... Finalement, on pourrait se la poser, et je me la suis posée, et j'arrive à une réponse qui est de l'ordre de quelques mois. Voilà, alors pourquoi quelques mois? Alors bien sûr, c'est le scénario catastrophe, hein. Néanmoins, on peut imaginer, en tout cas on peut réfléchir, on peut essayer de réfléchir comme ça. Alors pourquoi quelques mois? Peut-être sur un critère que j'ai pris, qui est la production céréalière, son utilisation et ses stocks au niveau de la planète. On produit par seconde dans le monde 80 000 kilos de céréales, une quantité phénoménale par an. Néanmoins, on est quand même très fragile, puisque le stock mondial de céréales représente, hein, on le voit sur l'axe ici à droite, par rapport à la production et à la consommation, ce stock mondial de céréales, qui est quand même un aliment qui est conséquent dans nos habitudes alimentaires au niveau de la planète, ça représente une dizaine de semaines de consommation seulement. Donc on voit très vite que si on n'avait plus de sol sur la planète, progressivement on n'aurait plus à manger, enfin tout ce qui contribue à notre vie de tous les jours et qui nous paraît tellement évident, viendrait à disparaître. Donc c'était peut-être un petit clin d'œil que je voulais faire au démarrage de ma présentation, mais qui nous permet d'avoir une perception peut-être un peu différente des sols finalement, et de les mettre de plus en plus au même niveau que l'eau et l'air dans les approches qu'on a de notre environnement. Alors effectivement, sur un schéma qui est bien connu maintenant, qui est diffusé par la FAO, vous allez voir que ces sols finalement assurent des fonctions, nous rendent des services. Et si on prenait, mais je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas trop de temps, mais on pourrait le faire ensemble, l'ensemble de ces services et de ces fonctions qu'on retrouve ici, il y a un peu un mélange dans cette figure entre les fonctions des sols et les services des sols. Néanmoins, l'ensemble de ces services et fonctions ont un lien, et je dirais que c'est systématique avec la santé des écosystèmes et de l'homme. La purification de l'eau, on vient d'en parler, hein, la contamination du sol, la régulation du climat, les cycles des éléments nutritifs évidemment, la biodiversité, la régulation des crues, etc., etc. Tout ce qui est cité ici
et on n'a pas besoin de réfléchir longtemps, est de près ou de loin en lien avec notre santé, et en particulier, hein, on en a parlé ce matin, la fourniture d'aliments, de fibres, de combustibles, mais en particulier la fourniture d'aliments. Alors certains auteurs, assez récemment, là, j'ai repris ça et je l'ai remis en forme d'un papier de 2015, dans une revue de sciences du sol d'ailleurs, où finalement l'auteur a mis au centre de la question la santé des sols. Et puis progressivement, on voit qu'à partir de la santé des sols, on va aller vers des questions de sécurité alimentaire, de sécurité de l'eau, ça a été dit ce matin, de sécurité énergétique aussi, de sécurité climatique, de santé humaine et de nutrition, hein, la question a été posée tout à l'heure, de sécurité environnementale de manière générale, et puis on va plus loin encore, hein, on pousse le raisonnement vers la sécurité politique, finalement, la sécurité nationale, voire la paix mondiale. Alors quand on lit ça, on se dit, on voit un peu tout ce qui repose finalement sur ces fameux sols qui sont l'objet de nos discussions aujourd'hui. Mais effectivement, je pense que ça, on peut raisonner comme ça, et on raisonne peut-être pas assez comme ça, mais en tout cas on raisonne de plus en plus comme ça, et je pense que c'est judicieux. Alors, justement, cette santé, je reprends ce qui a déjà été présenté ce matin par Sébastien. Alors, moi, je ne suis pas du tout du domaine de la santé, donc je suis obligé de me raccrocher un peu à des définitions de ce type-là. D'une part, santé et bien-être sont indissociables, ça a déjà été dit. Hein, la santé, c'est l'état de complet bien-être physique, mental et social. Et ce n'est pas uniquement l'absence de pathologie. Et puis, le bien-être, il y a beaucoup de définitions, vous avez certainement la vôtre. Ici, j'ai pris l'état agréable, résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. Donc, on est tous dans une parfaite situation de bien-être aujourd'hui, puisqu'on parle de sol. Et ça a été évoqué ce matin, il faut quand même être conscient du fait que le lien sol et santé, il n'est pas explicite, et qu'il y a une littérature, certes, mais j'ai essayé de voir un peu, et on peut pratiquement compter les articles sur les doigts d'une main, en tout cas cette littérature qui concerne à la fois la santé humaine et le sol de manière directe. Je vous ai mis ici un exemple, par exemple, hein, The Past, Present and Future of Soils and Human Health Studies. Donc voilà, je vous incite à lire ce genre d'articles, ils sont trop peu nombreux, et j'en ferai écho dans ma conclusion. Alors, on parle parfois d'effets directs des sols sur la santé et le bien-être. Vous avez peut-être entendu parler de biophilie. Alors je ne suis pas un adepte, mais néanmoins je vais aller un peu plus loin. Je me suis rendu compte qu'il y a des articles et des chapitres d'ouvrages, et des ouvrages très sérieux de scientifiques qui abordent cette question de la relation directe qu'on peut avoir au sol. C'est-à-dire, en gros, vous marchez pieds nus sur du sol, ça vous procure, vous avez peut-être déjà essayé, la sensation de bien-être, et puis ça peut avoir un effet positif sur la santé. Alors je ne rentre pas dans le détail de ce qui est dit dans ces ouvrages, vous en avez les références ici. Mais n'oublions pas que ça peut être envisagé comme ça. Donc si on n'a plus de sol, on ne marchera plus pieds nus sur les sols, on n'aura plus cette sensation de bien-être. J'allais dire de manière plus sérieuse, mais on est là sur des travaux scientifiques qui sont tout aussi sérieux que d'autres. Je voulais aller sur une autre approche. Alors je suis désolé, vous n'arrivez pas à lire, je ne pense pas. Donc ça perturbe encore votre bien-être. Et vous voyez que tout le haut de ma diapositive est complètement illisible. Et sur mon écran, je vois tout, donc je vais pouvoir vous dire ce que vous auriez pu voir. Là, on est sur des travaux qu'on a menés avec des collègues dans le cadre d'un projet sur les jardins associatifs urbains en France. Et je vous évoque là des effets qui peuvent être des effets directs. Et je voulais vous dire que des effets indirects des sols sur la santé et le bien-être, parce que dans cette situation-là, jardiner est bien plus que produire des aliments sur des sols urbains. Donc on a travaillé avec des collègues sur des jardins partagés en particulier, pour lesquels on s'est rendu compte que les jardiniers consommaient à peu près 140 grammes par jour et par personne de fruits et légumes en plus par rapport à des populations qui ne jardinent pas. Donc au-delà de consommer ce qu'on produit dans son jardin, on va acheter plus de fruits et légumes, je vous rappelle, 5 fruits et légumes par jour, voilà. Et les jardiniers dépensent donc, ceux qui ont cette relation au sol, 36% d'argent en plus pour acheter des fruits et légumes tous les mois. Donc cette pratique de jardinage, ce contact au sol, au système sol-plante, ouvre finalement à une revisite
des pratiques alimentaires. Et vous voyez, par contre, ça vous le voyez, je vous incite à lire cet article, qui met l'accent finalement sur cet effet indirect du jardinage, du contact au sol, au système sol-plante, pour ouvrir à de nouvelles pratiques alimentaires qui peuvent être propices à la santé, puisqu'on va consommer plus de fruits et légumes. Et puis sans compter que ces pratiques amènent aussi, et on l'a vu auprès des jardiniers amateurs et des gens qui qui mettent en œuvre ces agricultures urbaines, des sentiments de fierté et de plaisir. Donc finalement, on revient à ce bien-être qui a un effet positif, peut avoir un effet positif sur la santé. Alors, ça a été évoqué ce matin, on a aussi toute cette question de la santé environnementale, cette santé environnementale qui est l'ensemble des interactions entre homme-environnement et les effets sur la santé liés aux conditions de vie, à la contamination de différents milieux. On parle essentiellement de la contamination, mais il n'y a pas que ça, et en particulier pour les sols. Donc vous voyez qu'on est dans un système assez complexe, où l'état de santé de la population générale dépend d'énormément de choses, et ça a déjà été évoqué ce matin, c'est pas forcément très facile de savoir quels sont les déterminants de la santé humaine. Je voulais prendre simplement une image. Alors ici, c'est des données de caractérisation de terres de surface françaises qu'on a compilées ces dernières années, en particulier avec le RMQS, mais aussi sur d'autres bases de données plus urbaines. Le RMQS concerne quand même beaucoup de sols forestiers agricoles. Donc on a essayé de compléter ces données par des données, j'allais dire, plus au bout du gradient d'anthropisation, vers des secteurs urbains avec des zones de jardins collectifs urbains ou des zones urbaines et industrielles. Et ce schéma d'augmentation, de gradient de contamination le long des usages, on le connaît a priori. Là, on a mis un peu des chiffres sur ces aspects. Et on a une augmentation des concentrations. Je vous ai mis que le plomb et le zinc ici. On pourrait parler d'autres polluants. Quand on va vers des sols urbains industriels, mais aussi dans des sols de jardins urbains, ça a déjà été évoqué ce matin par Cyril, cette pratique de jardinage. Donc avec des vrais enjeux de gestion des sols et des enjeux sanitaires, puisque on pourra avoir un effet sur la quantité et sur la qualité des biomasses produites. Alors, en particulier, on a des conclusions sur les concentrations bientôt dans les terres de surface de jardin en France, et en comparaison à des valeurs limites en santé publique, on a pu démontrer que sur ces jardins, on a près de 40% de sols contaminés par différents métaux et par des HAP, ce qui amène à une vigilance, eu égard en particulier ici pour le plomb, aux valeurs édictées par le Haut Conseil de la santé publique, et puis pour près de 10% des situations qu'on a pu étudier sur plusieurs centaines de jardins en France, on a des sols qui sont à gérer, voire à décontaminer. Alors, on peut très bien voir ça de manière négative. On peut aussi se dire que finalement, il y a plus de 50% de ces systèmes qui sont compatibles, de ces systèmes sols urbains, sols de jardin, voire sols d'agriculture urbaine, qui sont compatibles avec des pratiques, avec de la production de biomasse et avec toutes les fonctions qui sont associées, puisque les jardins urbains sont multifonctionnels. Néanmoins, on voit aussi de plus en plus ce genre de situation. Ici, un exemple, Roubaix, leur sol est pollué, 2 jardins familiaux, fermes. Voilà, donc ça, je pense que c'est une réalité. Alors la connaissance, et j'en profite à ce stade-là pour vous passer une diapo supplémentaire que je n'avais pas hier, donc elle m'a été envoyée par les collègues de l'unité Infosol et du GIS-Sol, c'est celle-là, donc vous décomptez ça de mon temps, c'était pas prévu. On a aussi de plus en plus de données cartographiques et d'observation de la qualité des sols au niveau national. Là, vous voyez, Antonio Obispo, qui dirige l'unité Infosol, m'a dit passe ces diapos, fais un peu de pub là-dessus. Donc des données et des cartes sont consultables aujourd'hui. Vous avez les sites ici pour avoir des informations supplémentaires sur des anomalies pour différents éléments en trace au niveau national dans le cadre du réseau de mesure de la qualité des sols. Et ici, vous voyez des cartes pour l'arsenic. Je n'irai pas interpréter ça, mais c'est simplement pour vous dire que les données sont disponibles. Alors, santé de l'environnement et santé humaine, ça a été très bien dit tout à l'heure par Cyril, je pense que des liens restent à clarifier. On sait qu'il y a des impacts de composants de l'environnement sur la santé, c'est reconnu depuis de nombreuses années, c'est-à-dire qu'on le sait, enfin on le pressent et on l'imagine. Par exemple, 23% des décès prématurés observés en 2012 au sein des pays développés étaient imputables à l'environnement. Donc il y a des publications qui sont faites et on a ce genre de données. Néanmoins, on est plutôt dans des faisceaux de preuves et les corrélations réelles entre exposition à un environnement détérioré et un état de santé dégradé restent difficiles à établir pour différentes raisons, parce qu'on a de la coexposition à des multitudes de polluants, des effets combinés de substances avec des cocktails de polluants qui sont difficiles à appréhender,
une durée d'exposition qui peut être variable, des sensibilités différentes au sein des populations, mais aussi des décalages possibles entre la période d'exposition à un polluant présent dans un sol et les effets sanitaires qu'on va réellement observer. Donc ça rend les choses assez compliquées. Et en conclusion, je vous redirais qu'on a tout intérêt à poursuivre des travaux pour éclairer tout ça. Et c'est des travaux qui sont en cours, hein, et encore une fois, ce qu'a présenté Cyril sur la chlordécone montre bien qu'on va, aujourd'hui, on est dans des travaux de ce type-là. Alors, j'insiste à nouveau sur, et là je reprends les termes du 4 pour 1000, sur une priorité, les sols agricoles pour la sécurité alimentaire et le climat, et en particulier, il est dit que notre capacité à nourrir 9,8 milliards d'humains en 2050 dans un contexte de changement climatique dépendra notamment de notre capacité à garder des sols vivants. Donc la biodiversité est essentielle, mais au-delà de garder des sols vivants, c'est tout simplement de garder des sols. Le sol, de toute façon, par définition, est vivant, et s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sol. Donc on est face à ça. Donc ça, c'est les données que vous connaissez, qui sont largement diffusées. L'artificialisation croissante des sols, d'ailleurs, ça a donné lieu à une expertise collective gérée par l'INRA et l'IFSTAR récemment, donc des documents qui sont téléchargeables, libres de droit, que vous pouvez aller chercher. Et effectivement, l'extension, ce qui ressort de ces dernières statistiques, c'est que l'extension des villes en particulier a un effet aux dépens des espaces agricoles. Donc on perd aujourd'hui tous les 7 ans l'équivalent de la surface d'un département français en terres agricoles. C'est les données qu'on a un peu en tête. Donc, de vrais enjeux, là, par rapport à la santé, parce que la santé de l'homme, à mon avis, c'est avant tout de pouvoir se nourrir, et ça c'est important, avant tout d'avoir de la biomasse pour se nourrir, et ensuite, bien sûr, on se pose aussi la question de la qualité de cette biomasse. Il y a bien des populations dans le monde qui ne se posent même plus la question des teneurs en polluants dans la biomasse, ils se posent déjà la question de savoir s'ils vont avoir quelque chose à manger. Donc l'érosion des sols, ça reste un phénomène majeur. La perte de sol, finalement, et je disais tout à l'heure, et s'il n'y avait plus de sol, si l'érosion des sols se généralisait au niveau de la planète, on serait bien embêté. Par exemple, ici, vous avez, par la simple érosion des sols d'origine agricole, c'est-à-dire par peut-être une mauvaise gestion en termes de pratiques agricoles, ça représente 10 millions d'hectares de terres arables par an sur la planète, soit, j'ai fait le calcul, 10 millions d'hectares de terres arables, c'est 3,3 fois la surface de la Belgique. Donc on perd ça tous les ans, par ce simple phénomène d'érosion dû aux pratiques agricoles. Donc ça amène à une diminution de la productivité agricole et une sécurité alimentaire, finalement, qui est mise en péril. Là aussi, on retrouve certains articles comme celui-ci, que je vous incite à lire, donc Soil Degradation as a Reason for Inadequate Human Nutrition. Donc ça, on fait à nouveau très bien le lien entre présence des sols, qualité des sols et nutrition humaine. On a aussi des gens qui vont aborder ça par rapport au bien-être. Et là, je tenais à vous montrer ça. Donc, c'est une initiative citoyenne au Canada qui s'appelle Index of Wellbeing. Et vous voyez que cet index de bien-être, il dépend de beaucoup de choses, d'énormément de facteurs, dont des facteurs environnementaux. Et au sein de ces facteurs environnementaux, il y a un indicateur environnemental et un indicateur environnemental de bien-être qui est la surface totale en terres agricoles. Donc la surface totale en terres agricoles d'un pays est moteur de bien-être auprès de ses citoyens. D'après eux, la surface agricole française diminue, donc attention à notre bien-être. Effectivement, par rapport à des questions de biomasse alimentaire, de sécurité alimentaire, de consommation locale, d'économie d'énergie, de nutrition santé, qui sont derrière ça. Donc là, c'est une initiative citoyenne. En France, on a une connaissance de la qualité des sols et ce document est disponible sur la table qui est juste à côté. Donc, il est de 2011, mais ses conclusions restent tout à fait valables. L'état des sols de France, édité par le GISSOL, des situations préoccupantes pour la durabilité des fonctions des sols, des incertitudes sur l'effet à long terme de certaines pressions, comme le changement climatique, des distributions et dynamiques temporelles de certains contaminants encore peu connus, on en a parlé ce matin, une fertilité chimique des sols agricoles globalement satisfaisante, ouf. C'est quand même très important, on parle beaucoup de contamination, mais les sols doivent aussi être fertiles. Encore une fois, c'est la fertilité des sols qui amène à la production de biomasse, et c'est cette biomasse dont on a besoin pour se nourrir et pour être en bonne santé au final. Après, tout dépend de la manière dont on se nourrit, mais on part du principe que si on se nourrit bien, on sera en bonne santé. Et puis, un maintien de la fertilité à long terme, et ce point-là me paraît essentiel, qui nécessitera une meilleure gestion et un recyclage accru de certains éléments. Et là, je voulais simplement faire un petit arrêt de quelques minutes, dizaines de minutes, non Sophie ça ira pas, sur le phosphore. Le phosphore, élément essentiel à la vie, donc c'est quand même un facteur de santé humaine
qui est majeur, hein, majeur. On voit ici que s'il n'y a pas assez de phosphore, le blé carencé, ben, c'est pas terrible, alors que s'il y a assez de phosphore, ça marche mieux. Pour les êtres humains, c'est pareil. Notre agriculture, elle est dépendante du phosphore, des dérivés des phosphates minéraux, on le sait bien aujourd'hui. Le phosphore nous est apporté par les aliments. Alors, le phosphore, sans phosphore, pas d'ADN, pas d'ARN, donc pas d'information génétique, pas d'ATP, pas d'ADP, donc pas d'énergie pour nous. Pas de phospholipides qui sont des constituants de nos membranes et des os qui sont moins bien parce que le phosphore est aussi constitutif des os. Donc si vous enlevez tout ça, vous êtes automatiquement en mauvaise santé. Donc s'il n'y a plus de phosphore, c'est ce qui risque de nous arriver. C'est non substituable par un autre élément, ce phosphore. Il est vital pour la sécurité alimentaire mondiale. On est dépendant des phosphates minéraux qui sont une ressource non renouvelable dans les mains de 3 pays au monde actuellement à peu près. Et au rythme de consommation actuel, la ressource en phosphore devrait s'épuiser entre 2030 et 2070. Donc la raréfaction de cette ressource mondiale en phosphore est un des plus grands challenges du XXIe siècle et il est évidemment en lien avec la santé. Donc il faut se poser des questions et qu'est-ce qu'on peut faire ? Simplement, vous voyez ici les courbes, jusqu'en 2100, la production de phosphates minéraux va diminuer, on va arriver au pic. Problème d'ailleurs qui peut être plus important que le pic du pétrole, on pourrait en rediscuter. Et puis, il faut trouver des solutions alternatives. Alors, elles sont dans, bien sûr, la manière dont on va changer notre alimentation, l'efficacité du phosphore qu'on intègre dans le système, l'efficacité de l'agriculture. L'agronomie, finalement, est attendue à ce niveau-là. Et puis aussi, le fait qu'on valorise des déchets, des sous-produits qui concernent beaucoup de phosphore. Et en particulier, un petit clin d'œil aussi au rôle potentiel des sols qui sont très anthropisés, très modifiés par l'homme et des déchets qui peuvent effectivement contenir des concentrations en phosphore très élevées. On a fait la même représentation le long du gradient d'anthropisation des teneurs en phosphore dans les sols en France et on se rend compte que dans les sols urbains industriels, mais aussi dans les sols supports d'agriculture urbaine, on a des concentrations en phosphore qui peuvent être considérables. Donc on pourrait avoir là une seconde mine du phosphore qui pourrait être récupérée. Et j'en profite à ce moment-là aussi pour dire qu'on peut avoir des solutions. Ça va vous être représenté cet après-midi par mon collègue Geoffroy Serret, mais on peut aussi aujourd'hui... il faut avoir des touches d'optimisme aussi, élaborer des sols à partir de déchets pour retrouver des services écosystémiques. Et là, on peut mettre en œuvre du génie pédologique, de la construction de sols. Bien évidemment, si tous les sols venaient à disparaître, on ne pourrait pas tous les régénérer au niveau de la planète, soyons raisonnables. Mais localement, il peut être intéressant, à partir d'un site qui a été dégradé, de valoriser des déchets, de les formuler pour construire des sols de toutes pièces qui puissent ensuite à nouveau fonctionner et rendre des services. Alors, on a synthétisé un peu les travaux qu'on a fait ces dernières années en partenariat avec des collègues et sous la coordination de Plantécité dans un ouvrage qui s'appelle « Créer des sols fertiles ». Je pense que je n'en ai malheureusement pas amené aujourd'hui, mais si vous tapez ça sur un moteur de recherche, vous allez très vite retrouver le bon de commande. On n'a pas d'action, on n'aura pas de caisse de champagne à Noël, mais c'est une manière d'aborder les choses. Et ce livre est en plus préfacé par un ex-ministre de l'écologie que vous connaissez bien, puisque c'est celui qui a démissionné il n'y a pas longtemps. Alors, on peut construire des sols multifonctionnels, analogues à des sols naturels, avec une valeur socio-économique, et peut-être même aller jusqu'à produire de la biomasse alimentaire sur ces sols. Alors, c'est des questions qui fâchent souvent, mais on peut aussi tester, essayer, et voir dans quelle mesure on peut ou pas produire des aliments sur des systèmes beaucoup plus anthropisés, ce qui fait l'objet aussi en partie d'un programme qui s'appelle l'Or Vert, dont on va vous parler cet après-midi, Geoffroy Serret. Et puis ici, vous voyez, j'adore cette photo, il la représentera peut-être aussi, je lui emprunte, où on voit un champ de triticale sur une friche industrielle et qui pousse sur un sol construit de toutes pièces à partir de déchets. Alors, pour aller vers ma conclusion, et je vois Sophie qui fait comme ça, j'emprunte cette figure à des auteurs qui ont publié en 2017 un article sur les liens entre aménagement et bien-être, édité dans Vertigo, et on voit finalement que le bien-être des communautés, notre bien-être, dépend en partie aussi, et là vous voyez que le blanc sur vert avec ce projecteur-là ne fonctionne pas du tout, donc je ne le referai plus. C'est même pas moi qui l'ai fait. Là, il y a des questions d'équilibre
au niveau des grands enjeux d'équilibre et service des écosystèmes et service des écosystèmes et climat, des questions ici de santé, de bien-être et de cadre de vie, et on voit très vite qu'au niveau des déterminants, on va retrouver la préservation de la biodiversité, jouer sur le changement climatique, mieux gérer les ressources naturelles et les déchets, mais aussi avoir un environnement physique des quartiers et des villes avec des ambiances urbaines qui soient favorables et un aménagement urbain et une offre favorable au comportement sain. Donc on voit qu'assez vite aussi, on quitte le domaine agricole et on va dans les villes. Et les villes, finalement, c'est notre support de vie. Pour 50% de la population mondiale aujourd'hui, 70% en 2050. Des vrais enjeux émanent de là, liés au sol urbain et à la santé. On a besoin aujourd'hui d'obtenir et de compiler des bases de données de la qualité des sols urbains, sur lesquels vivent plus de la moitié de la population mondiale, de proposer une procédure d'évaluation des services que rendent ces sols, mais qui soit réellement basée sur la connaissance de leurs propriétés et d'indicateurs de qualité, de prendre en compte la ressource sol dans les projets d'aménagement. Et là, on va vers des objectifs de construction de villes plus saines, à des hauts niveaux de services écosystémiques. Un exemple de travaux qu'on a menés ces dernières années et qu'on poursuit, c'est en collaboration avec la société SCE, mais aussi avec le CEREMA et d'autres, et des établissements publics, c'est par exemple le projet d'Estisol, où on vise à prendre les sols comme une opportunité pour un aménagement urbain durable. Un guide et un outil vont sortir fin d'année prochaine, sachant qu'on est aussi actuellement dans une déclinaison de cet outil pour l'agriculture urbaine. Donc c'est un outil d'aide à la décision qui est en cours de développement, qui s'appelle Destisolo, pour lequel on a un soutien de l'INRA pour travailler en 2019. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait explorer dans le futur ? Quelques points. Quels sont les effets du changement climatique sur les sols ? Je pense que ça, c'est une grande question, mais je crois qu'il faut qu'on y aille de plus en plus, parce qu'il y a des interactions sol-climat qui vont avoir des effets sur la santé humaine. Et là aussi, il faut qu'on se pose ces questions. On commence à se les poser, certainement pas assez encore. Veiller à la santé du sol pour avoir des effets cascades sur la santé humaine. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure, la santé du sol, c'est en grande partie lié à la matière organique, à l'activité biologique, etc. Mener des travaux interdisciplinaires pour aller plus loin que des recherches qui aujourd'hui sont encore trop fragmentées. Alors des disciplines, vous en avez ici, j'en ai mis quelques-unes, c'est pas exhaustif, sciences du sol, géographie, anthropologie, biologie, chimie, écotoxicologie, agronomie, sociologie, santé publique, médecine. Voilà, c'est important de travailler ensemble sur ces questions. Les bénéfices santé aussi du contact direct avec les sols. Moi, je trouvais cette idée assez intéressante, il y a certainement des choses à creuser, c'est le cas de le dire. Qu'en est-il d'agriculture biologique et santé ? Il y a eu des publications récentes avec des discussions, parfois des controverses. Et puis le financement des projets. Le financement des projets sol et santé humaine. Et je pense que là, on a besoin d'une vraie dynamique d'innovation. Alors, en particulier via peut-être des approches qu'on appelle des approches Nexus, qui examinent simultanément les interactions entre plusieurs secteurs. Ça se développe actuellement à l'INRA avec un Nexus santé, alimentation, agriculture, environnement. On voit bien qu'il faut qu'on lie tout ça et qu'on défragmente finalement les travaux qu'on mène. On pourrait rêver aussi que des sources de financement habituelles qui vont à la médecine ou à la santé puissent alimenter des recherches qui se mènent sur les sols. Pourquoi pas ? Et puis, tous les enjeux de formation de futurs chercheurs, de futurs opérateurs, et qui soient sensibilisés finalement, ces jeunes, et ensuite moins jeunes, au lien entre sol et santé. Alors, je vais simplement faire un petit clin d'œil à des opérations de formation qu'on mène actuellement entre, par exemple ici localement à Nancy, entre l'ENSAIA, l'école d'agronomie des industries alimentaires, et l'école d'architecture, où finalement des étudiants travaillent en projet pour développer de l'agro-urbanisme à partir de l'urbanisme et de l'agronomie. C'est largement encouragé aussi par la dynamique du Conseil de développement durable de la métropole du Grand Nancy. Et vous voyez, les étudiants sont bien conscients du fait que dans un contexte d'expansion urbaine et d'éloignement des citadins vis-à-vis de la nature, comment répondre aux demandes actuelles de santé, sécurité et de bien-être social dans une ville plus respectueuse de l'environnement. Donc ils n'ont pas mis en avant l'architecture et les sols, ils ont mis en avant la santé et le bien-être. Et ils ont très vite compris que c'était très lié au sol. Je vais finir par un clin d'œil très rapide. Je vous avais dit que je commencerais par des choses un peu lourdes en disant mais si les sols disparaissaient, quelques mois de survie pour la planète. Je vais finir simplement par une petite citation et je vais la décliner. Voltaire disait depuis quelques années, je me suis mis à être un peu gai parce qu'on m'a dit que cela est bon pour la santé. Voilà.
Donc il est couramment admis que le bonheur est bon pour la santé. Vous savez aussi que le bonheur est dans le pré. Et vous savez aussi, pas de pré sans sol. Donc, le sol contribue à notre bonheur et à notre bonne santé. Préservons-le. Voilà. Je termine juste par une petite publicité. Gratuite parce que... Ah, c'était bien là, la fin pourtant. Mais je le remets juste après. Ce guide est téléchargeable gratuitement sur le site de Plantécité. On a édité récemment un guide qui s'appelle Présomption de pollution d'un sol, des clés pour comprendre et agir. On aurait pu l'appeler Présomption de pollution des sols pour les nuls, mais parce qu'on est tous un peu nuls quand on va vers ce genre de questions. Mais l'idée, sur une trentaine de pages, j'allais dire très vulgarisée, c'est d'aider les personnes, du citoyen à l'opérateur, à l'élu ou aux professionnels autres, à mieux gérer ces questions-là. Donc, téléchargeable gratuitement sur le site de Plantécité. Et puis, je reviens là, alors. Ouais, c'était bien. Puis ça me permet de faire un peu une transition aussi. C'est vrai qu'on se rend compte que l'approche qui peut être assez anxiogène de la manière dont on peut voir les sols, la pollution des sols, l'impact négatif que ça peut avoir sur notre santé, on voit que les territoires sont davantage réceptifs à la notion de service écosystémique, même si ça ne peut pas devenir un outil de gestion, mais en tout cas un outil de sensibilisation au rôle que jouent les sols dans notre quotidien et de tout l'impact positif qu'ils peuvent avoir. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien en sensibilisation de nos élus. Peut-être avez-vous des questions à poser à Christophe? Oui. Je vais en prendre 4 parce qu'il faut qu'on clôture la matinée ensuite. Merci. François Vernier, donc association Florène et ingénieur forestier en retraite aujourd'hui. Donc vous avez parlé du phosphore, effectivement, très intéressant. Ceci dit, le phosphore, et je dirais que l'absorption du phosphore par les plantes est encouragée par les mycorhizes. Et l'inconvénient, c'est que dans nos sols agricoles, eh bien, on a peu de mycorhizes, on a peu de faune, de microfaune et de microflore. Et c'est ce qui fait qu'en fin de compte, on est obligé, en grande partie, de mettre des intrants. Et ça, c'est un peu le problème aujourd'hui. C'est justement, on parle de la pollution, de ces intrants qui nous polluent. Et est-ce que, justement, on ne pourrait pas aller vers justement une agriculture de conservation, comme on vient d'en parler, et peut-être plus, parce qu'effectivement, ces sols sont pratiquement morts. Il y a un rapport de l'Académie d'agriculture il y a quelques années qui disait qu'on n'avait pratiquement plus de vie dans les sols agricoles, du fait justement de ces travaux et des intrants. Oui, j'allais pas ce que dire que la seule réponse, c'est que je suis d'accord avec vous. Et bien évidemment, ça a déjà été dit tout à l'heure, je pense qu'il faut bien être conscient du fait qu'un sol, si c'est un sol, c'est vivant, et qu'effectivement nos pratiques doivent être ajustées, donc dans toutes les logiques d'agroécologie, etc., pour préserver, voire faire revenir la vie dans les sols. Okay. Juste derrière vous, s'il vous plaît. Ou devant, ou derrière, oui, voilà. Bonjour. Bonjour. Philippe Ruiz, Bureau d'études environnementales GEREA, version biodiversité. Tout d'abord, merci. Et une question qui s'adresse à vous, mais aussi au groupe de personnes qui est intervenu précédemment. Tout ce que vous dites est très, très intéressant, mais pour revenir au côté très, très pratique, au niveau des collectivités locales et des collectivités territoriales globalement, il y a des choses qui se mettent en place qui s'appellent la GEMAPI, qui sont pensées au niveau de bassins versants. Il y a tout ce qui est PLUI, au niveau de communautés de communes, qui prennent de plus en plus en compte tout ce qui est problématique de ruissellement, problématique de gestion des milieux aquatiques, de prévention des inondations. Comment intervenez-vous à ce niveau-là, à supposer que vous soyez sollicité? Parce que c'est comme ça que les choses, au niveau local, vont être mises en œuvre. Oui. Je pense que ma première réponse sera dans le fait, et je l'ai dit tout à l'heure, on intervient en amont, et je pense que ça c'est une clé dans la formation de ceux qui seront à ces positions-là plus tard. Donc quand je vous dis par exemple qu'on développe des modules de formation entre des urbanistes et des agronomes, moi je fais le pari que dans quelques années, avec un effet, bien sûr un écho, un effet retard, on aura des populations de gens aux manettes
dans les communes, dans les métropoles, etc., qui seront beaucoup plus sensibilisés à ces questions-là. Je ne fais pas de procès à ceux qui sont là aujourd'hui, hein. C'est pas du tout ça mon idée. Après, je pense qu'on a aussi de plus en plus la capacité à travailler, enfin moi en tant que, je veux dire, pédologue urbain, j'ai toujours eu facilité à travailler avec des propriétaires de terrains en milieu urbain, de friches industrielles, etc. Enfin, c'est de mieux en mieux. Il y a 20 ans, c'était pas facile. Aujourd'hui, les accès sont ouverts. Je pense qu'on est accueillis à bras ouverts pour aller mener des travaux au niveau de ces territoires. Après, tout l'enjeu est de les transcrire dans un langage compréhensible et utilisable par les acteurs, par ceux qui gouvernent. Et là, je pense qu'on a un vrai enjeu au niveau du monde de la recherche et de l'enseignement supérieur pour traduire nos résultats dans des recommandations, dans des guides. Je vous en ai montré un juste avant, qui est vraiment à destination de ces personnes-là aussi, hein, et dans des outils interactifs d'aide à la décision. Parce que nous n'allons pas prendre les décisions, on peut simplement, humblement, éclairer la décision et les choix qui sont pris au niveau public. Donc voilà, encore une fois, formation, acquisition de données scientifiques dans des projets interdisciplinaires ayant comme objet la ville, les milieux urbains en général, les friches industrielles, etc. Et derrière, aller vers une valorisation, vers quelque chose de très finalisé finalement, qui soit opérationnel. Alors il faut du temps pour ça. Je le sens très clairement, je le dis souvent, il y a eu des travaux qui étaient très scindés entre d'un côté, et historiquement, le génie rural, les eaux et forêts, et de l'autre côté, les ponts et chaussées, le génie civil. Bon, on a essayé en France de mettre tout le monde dans le même ministère, ça prend du temps, et même au niveau formation, je veux dire, quand j'ai commencé à travailler sur les sols urbains il y a 20-25 ans, les collègues de la science du sol me disaient « mais qu'est-ce que tu vas faire là? C'est des non-sols, c'est même pas la peine de les étudier. » J'ai pas tous, certains. Voilà. Aujourd'hui, je compte le nombre de collègues qui travaillent sur les sols urbains. Et c'est très bien. Donc il faut aussi du temps. Je veux dire, il y a une forme de maturité. Et oui, alors le temps, on n'en a plus. Mais en même temps, je sens une vraie interactivité avec les entreprises qui interviennent, les opérateurs qui sont dans ces domaines-là, avec les élus, avec les services des villes, de manière générale, qu'on n'avait pas il y a 20 ans, qu'on n'avait pas il y a 10 ans et qu'on a beaucoup plus aujourd'hui. Et on arrive à des programmes de recherche finalisés qui sont à caractère opérationnel et on l'espère, qui vont amener des outils auprès des opérateurs, auprès des décideurs. Voilà, je suis optimiste. Après, ça pose vraiment la question, quoi. Je me permets de changer de casquette l'espace de 2 minutes pour prendre mon rôle de médiatrice scientifique. Et donc, moi, l'institut que je dirige en Normandie est vraiment orienté là-dessus, sur comment on arrive à comprendre les préoccupations de décideurs locaux pour ensuite aller déchiffrer les informations qui ressortent de programmes de recherche pour éclairer les décisions des territoires. Et on se rend compte qu'aux chercheurs, aujourd'hui, on leur demande à la fois de faire leur métier de chercheur, d'être enseignant pour certains, ensuite de toute l'administration que ça représente aujourd'hui, d'aller chercher des financements. Et en plus, il faudrait qu'en plus de la valorisation classique de leurs résultats qui se fait par la publication scientifique, il faudrait qu'ils viennent en éclairage au territoire. Donc c'est sûr que ça justifie ce que met le concitoyen lambda dans ses impôts pour financer la recherche, mais d'un autre côté, on ne donne pas les moyens et on ne valorise pas ce travail-là qui est fait par les chercheurs, ou peu. Peut-être qu'il y a des initiatives... Je pense que le pas est trop fort. Il y a possibilité de... On a un exemple ici. Oui, ça se fait de plus en plus, mais disons que ce n'est pas institutionnalisé dans la manière de valoriser le travail de la recherche. Aujourd'hui, un chercheur, il monte en grade parce qu'il publie. C'est un peu caricatural, mais c'est quand même une réalité pour beaucoup. C'était une petite parenthèse. Est-ce que je prends encore 2 questions et ensuite on passera... Cyril qui veut répondre, peut-être, non? Cyril, non? Pardon. Ouais, je vois Cyril qui était questionné, donc... Pardon, Sophie, je vais au-delà de mon rôle. En fait, je pense que la difficulté qui existe aussi, c'est que... Enfin, si vous avez un poêle dans la salle à manger et vous dites à un enfant de ne pas le toucher, on va dire à un moment donné, il va quand même tenter de s'en approcher. Or, on ne peut pas considérer les adultes comme des enfants qui obéissent de manière obscure à une règle qui a été dictée par un gouvernant. Et la difficulté qu'on a, c'est qui témoigne des erreurs qui ont été faites. C'est-à-dire que le scientifique, par exemple, quand il va observer, ce qu'on a précisé, on va dire aujourd'hui les teneurs en cadmium dans les sols sont montées, tout ça. Mais qui va avoir le courage de revenir en arrière en disant voilà, moi à l'époque je savais,
mais par rapport à un compromis, j'ai été amené à faire des choix, et ces choix aujourd'hui nous amènent à ça. Et ce qui fait que comment la société, finalement, donc les différents acteurs qui ont contribué à ces choix, se mettent autour d'une table pour dire, voilà, nous, collectivement, on a fait cette erreur-là, sur quelle base on l'a faite, et en croyant que... Et si ce travail-là a été fait, je pense que ça permettrait aussi plus facilement d'assimiler quelque part le discours scientifique qui démontre le lien quelque part de contamination, par exemple. Et je pense que ce travail-là, en général, n'est pas fait. Merci pour ce complément de réponse. J'ai juste une question ici. La question, c'est par rapport au temps. Est-ce qu'on a le choix ? Il y avait quelqu'un qui disait qu'il fallait d'abord travailler sur les sols vivants. Donc, est-ce qu'on a le choix ? Est-ce qu'il ne faut pas accueillir toutes les initiatives et tout ce qui se fait ? Parce qu'effectivement, recréer du sol du début jusqu'à la fin du sol au plafond, j'allais dire, ou se battre d'abord pour que le sol reste vivant. Moi, j'ai plutôt envie de la deuxième solution, mais on est tellement dans l'urgence qu'on n'a pas le choix. Toutes les initiatives, tout ce que disait Sophie aussi, toutes les initiatives sont bonnes. Et vous parliez aussi, tout à l'heure, dans une des diapos, d'agriculture biologique et santé. Je ne sais pas si on peut... Enfin, si, je crois qu'on sait démontrer que les aliments qui viennent de l'agriculture biologique sont meilleurs pour la santé qu'autrement, il me semble. En tout cas, le déclic qui fait qu'un agriculteur vient à l'agriculture biologique ou à une autre agriculture alternative, c'est bien pour des questions de santé, soit de lui-même, soit de ses enfants. Merci, c'était plus un commentaire. Merci. Il y avait juste au-dessus, Joël, tu voulais réagir? Je ne vois pas tout le monde, je suis désolée, en plus j'ai les néons des marches. Merci. Joëlle Sauter, donc je travaille à la Chambre régionale Grand Est, mais je suis également co-animatrice d'un autre réseau, le réseau mixte technologique Sol et Territoire, dont l'un des enjeux, c'est une meilleure prise en compte des sols par les acteurs de la société également. Et pour répondre à la question bien précise sur la prise en compte des sols dans les plans locaux d'urbanisme, il y a un projet qui a été porté par le RMT Sol et qui vient tout juste de démarrer cette année et qui a pour objectif une meilleure prise en compte de la multifonctionnalité des sols dans les pluies et notamment donc de proposer des outils qui puissent être utilisés par les acteurs de l'aménagement du territoire. Donc bon, ce projet vient de démarrer, financé par l'ADEME. Il devrait produire donc des éléments d'ici 1 an ou 2. C'est Muse dont tu parles ? C'est le parles ? projet Muse, voilà, c'est ça. Ouais, projet Muse, en effet, il y a quelques infos déjà sur le net. Et il y a un projet Supra qui est son cousin, et donc on va être connecté, et puis on est déjà connecté. Il y a Solserve aussi dans l'ouest de la France. En tout cas, voilà, on sent que c'est une thématique sur laquelle on réfléchit. Juste par rapport à l'intervention d'Agnès tout à l'heure, je crois qu'il y a un enjeu très fort aussi. C'est bizarre, il y a un écho. Il y a un enjeu très fort aussi à ce que les chercheurs, pour moi, ils ont un devoir aussi d'amener de la décélération. On dit qu'on est dans l'urgence, qu'on doit aller vite, qu'on doit réagir vite, mais pour moi, il y a un enjeu fort à ce qu'on voit un peu plus le temps de la démarche scientifique. Et certes, ça prend du temps. Un projet de recherche, ça prend peut-être 3 ans ou plus selon les projets. Mais on arrive de cette manière à une information qui est rigoureuse et une démarche qui est rigoureuse. Et cette transmission d'information est importante. Merci beaucoup, Christophe, pour cet échange.